Et là, il me répond, et c'est une réponse que j'ai très souvent entendue, ah non, la vente, ça s'apprend pas. La vente, c'est dans la tête. Soit t'es commercial, soit tu l'es pas. Donc du coup, la vente, c'est tout dans ma tête. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une Française qui secoue le monde des grands vins, et c'est à Londres que je l'ai rencontrée. Pauline Vicard est une tornade. Bourguignonne, fille de vigneron et vigneronne, elle aurait pu reprendre l'exploitation familiale, mais c'est ailleurs qu'elle s'épanouit. Avec son think tank Areni Global, elle amène une sacrée dose d'intelligence économique, d'analyse et de travail collectif à un secteur qui en a bien besoin. Esprit vif, elle a répondu à mes questions avec rigueur, précision et surtout beaucoup d'enthousiasme. Bonjour Pauline Vicard. Bonjour Romain Becker. Je te remercie de me recevoir. C'est une grande première aujourd'hui puisque le bon grain de l'ivresse s'exporte. On enregistre à Londres sous un joli soleil de printemps. Et je te remercie de m'accueillir dans ton salon studio pour cette occasion. Alors on va avoir une conversation sur des sujets qu'on n'a pas habituellement. Notamment on va parler d'éducation à la suite d'un livre blanc que tu as publié dans le cadre de ton entreprise qui s'appelle Areni Global. Et avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, tu me donnes combien de temps ? Moi, j'ai du temps, donc on peut y aller. Merci déjà Romain pour cette invitation. Je suis une grande fan du podcast, donc c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Je suis ravie de t'accueillir avec le soleil. En plus, ça change des clichés. Donc moi, je suis Pauline Vicard. Je dirige un think tank qui s'appelle Areni Global. On est basé à Londres, donc, et c'est un think tank qui est dédié à l'avenir des grands vins. Donc, c'est-à-dire que notre métier, c'est de regarder comment le monde change en termes de grandes forces de changement comme la géopolitique. En ce moment, on est bien occupé, l'environnement ou les changements sociaux et sociétaux, et comment en fait ces grands changements vont impacter la production, la distribution et la consommation des grands vins. Et enfin des fine wine, parce qu'on travaille en anglais, on pourrait s'amuser à faire la nuance culturelle entre ce que c'est un fine wine et ce que c'est un grand vin. Et ça en soi c'est tout un sujet de podcast, mais là on a choisi de se spécialiser sur les grands vins ou les fine wine, pas parce que on n'aime pas le reste, mais parce que quelle que soit la façon dont tu choisis de décrire, de définir ce que c'est un grand vin, t'es au sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, elle peut n'être solide que si la base est solide également. Et en fait, on voulait aussi s'interroger sur les questions de responsabilité entre le sommet de la pyramide et la base. Et donc, c'est aussi une des façons. On estime que par rapport à ces grandes forces de changement, les gens qui sont au sommet de la pyramide ont peut-être plus de responsabilité de montrer le chemin ou de s'investir sur ces grandes questions. Et d'emmener tout le reste de la filière vers l'avant, en fait, un petit peu. Après, quoi d'autre ? Je suis bourguignonne d'origine. J'ai grandi dans les Hautes-Côtes de Beaune. Mes parents étaient vignerons là-bas. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans le vin. Et ça, c'est peut-être un petit peu important si ça t'intéresse de comprendre pourquoi ce que je fais... pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, mes parents, ils étaient vignerons en Bourgogne, mais pas du tout le type de vigneron qui fait briller les yeux des amateurs de vin du monde. Ils étaient sur un modèle hyper traditionnel de producteurs, et ils vendaient 85% de leur production au négoce, donc dans des appellations qui sont pas trop connues comme les Hautes-Côtes de Beaune, où maintenant ils étaient en marge des Maranges. Le Côte du Couchois qui a été créé il y a pas si longtemps que ça. Et donc du coup, c'était des modèles qui économiquement ont été très compliqués à la au tournant des années 2000. Quand tu dépends que du négoce et des prix du vrac, tu définis pas vraiment ta propre destinée et t'es un petit peu à la merci des courtiers du négoce. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et puis au début des années 2000, le cours du vrac était pas le même qu'aujourd'hui. Le cours du vrac était pas le même aujourd'hui, et moi, les souvenirs que j'ai, c'est entre la fin des années 80
et le milieu des années 2000, en tout cas sur le vignoble avec mes parents, la Bourgogne n'avait pas la position que la Bourgogne a aujourd'hui non plus. C'est quand même relativement récent, enfin en tout cas dans les 20 dernières années, que j'allais dire le halo de la Bourgogne s'est étendu un petit peu en dehors des grands de la Côte de Nuit, quoi, j'allais dire. Et donc du coup, moi, mes parents ont eu énormément de problèmes à maintenir l'exploitation de façon, tu vois, de rentabilité financière. Et ils ont arrêté, ils ont vendu le domaine en 2005. Et ça a été aussi pour moi un petit peu l'origine de ma vocation à moi, puisque j'ai pas voulu reprendre le domaine. C'est une des raisons pour lesquelles mes parents ont revendu, parce que je connais trop ce que ça demande de conduire un vignoble en Bourgogne. Et moi, je me voyais pas être simplement propriétaire si je travaillais pas dans la vigne non plus. Et c'est un métier qui peut être très poétique, mais c'est un métier qui est très dur aussi et qui t'attache à ta terre 360 jours par an. Donc quand tu aimes le vin avec un grand V et que tu as envie d'expérimenter plein de choses, être sur un vignoble en Bourgogne, c'était pas ce que j'avais envie de faire à l'époque. Et mon père m'a dit, bon bah d'accord, si tu reprends pas le vignoble, va et fais quelque chose d'important. Alors c'est ce que j'essaye de faire avec toute mon humilité. Et des grands vignerons, il y en a déjà assez. Par contre, des gens qui sont là pour décoder un petit peu les grandes forces de changement et accompagner la profession et la filière au travers de ces changements, je trouvais qu'il y en avait moins. Donc c'était un petit peu l'origine du projet. Alors quel chemin t'as décidé de prendre et qui t'a amené jusqu'à Rény Global, chemin professionnel? Alors mon chemin professionnel, donc comment expliquer? Moi j'ai fait des études dans le vin, en fait pas si longtemps que ça. J'ai fait une année de licence à l'Institut Jules Guyot après un DUT en commercialisation, et j'ai fait un master en commerce international à Lille. Et l'idée c'était toujours de travailler autour du commerce du vin à l'international. Ça avait toujours été mon idée. Et pendant mes études, j'ai beaucoup travaillé en alternance et en stage dans les interprofessions et dans les missions économiques. Donc j'ai travaillé pour l'interprofession de Bourgogne et puis j'ai travaillé pour les missions économiques de Cuba et de Norvège, qui sont deux marchés complètement différents et particuliers. Et en fait, j'étais au niveau du département des études de marché. Donc, tu vas étudier le marché, comprendre l'analyse, où ça va, etc. Ça a toujours été ce que je voulais faire. Et puis, à la sortie de mes études, j'ai fait 2 ans d'intelligence économique. Donc, rien à voir avec le vin, où je travaillais pour l'industrie dans le nord de la France, parce que j'étais à Lille après mes études. Et ça a été passionnant de découvrir ce monde-là. J'ai appris plein de choses, et finalement plein de choses qui me servent aussi maintenant, de comment tu peux faire du lien entre différents secteurs qui, a priori, ont rien à voir, mais en fait, qui ont beaucoup de choses à voir. Les plasturgistes, par exemple, se servent énormément de leur nez quand ils font du recyclage de plastique. C'était passionnant d'avoir des concours de senteurs à l'aveugle entre un plasturgiste qui sent le plastique et qui peut reconnaître les assemblages de plastique, et quelqu'un du monde du vin qui peut reconnaître des assemblages aussi au nez. Et puis l'intelligence économique, quand tu y penses, c'est des études de marché plus, c'est comment tu trouves de l'information dont tu as besoin pour développer ton business. Et du coup, je me suis beaucoup servi de ça pour les fondations d'Arény, qui sont où est-ce qu'on va aller chercher l'information, qui sont non seulement des informations intéressantes, mais des informations critiques pour le développement de la filière. Et après ça, j'ai monté ma boîte à Lille pendant 5 ans. J'avais une boîte qui s'appelait Pauline et Timothée. Timothée avec T-E-A-M-O-T-H-E, puisqu'on faisait du vin et du thé. Et on avait une boutique, on faisait des événements, on avait un petit peu de restauration midi. Et puis, j'étais formatrice pour l'UMI, donc le syndicat de la restauration. Donc, j'aidais justement les restaurants, les cavistes, enfin tout le CHR, en fait, à construire des cartes de vin qui tournaient et qui étaient rentables, en fait. Travailler au niveau de l'impact financier de la carte de vin sur leur établissement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, d'être formatrice pour l'UMI et dont tu te sers aujourd'hui? C'était assez... tu travailles en fait avec les gens du terrain, ça t'apporte la vision de le vin, c'est bien entendu une passion et un secteur qui est hyper intéressant, mais c'est aussi un secteur qui doit générer de l'argent, qui doit te permettre de payer tes factures à la fin du mois, et si possible de te payer toi aussi quand t'es un restaurateur ou quand t'es un caviste, et du coup d'avoir le côté de pouvoir développer aussi les outils plutôt business qui vont autour de ça. C'était super intéressant parce que en France, en tout cas, tu as beaucoup de restaurateurs qui se lancent dans la restauration parce qu'ils sont passionnés par la restauration, mais le vin, c'est pas leur truc. Et en général, ils n'ont pas énormément réfléchi à leur carte des boissons et à quel point c'est important dans leur turnover.
Donc ils connaissent pas forcément les filières d'approvisionnement, ils connaissent pas forcément grand-chose au vin et du coup ils ont parfois des sélections qui sont pas au niveau de ce qu'ils font en restauration. Ils ont des cartes, des menus qui sont super intéressants, mais des sélections de boissons qui sont un peu décevantes. Et puis les cavistes, c'est un peu la même chose, où tu es caviste parce que tu es passionné par le vin, mais par contre, faire un plan économique qui te permette de durer plus de 3 ans, c'est pas forcément facile. Donc ça m'a apporté ça, et puis au bout de 10 ans à Lille, on avait besoin de changement, enfin on avait envie de changement au niveau professionnel et au niveau personnel aussi. Et moi, je commençais à avoir une bonne connaissance du vin français, et j'avais envie d'étendre ma connaissance et ma compétence au niveau international. Et donc, du coup, Londres, c'était un mouvement assez logique parce qu'on n'était pas trop loin de Lille, tu vois, ça faisait pas un énorme bond. Et puis parce que Londres, ça reste encore, mais c'était encore plus avant le Covid et avant le Brexit, un endroit incroyable pour apprendre autour de tous les vins du monde, où il y a des niveaux de connaissance et d'expertise du vin qui sont fantastiques, beaucoup plus qu'en France, je trouve, en tout cas beaucoup plus concentrés. Et puis, donc tu peux goûter tous les vins du monde toutes les semaines, enfin vraiment, que ce soit des grands crus bordelais jusqu'à la Certico de Grèce, ou à la Rénie d'Arménie. Enfin, il y a vraiment des vins du monde entier qui viennent à Londres. Donc déjà, tu peux goûter beaucoup de choses. Tu peux être et surtout, je voulais venir aussi pour comprendre comment les Anglais faisaient du business, parce qu'ils sont quand même. J'avais l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'au niveau du commerce du vin, les Anglais étaient beaucoup plus forts que nous. Donc c'était pour comprendre un petit peu les deux que je suis venue à Londres. C'est en effet l'impression que ça donne, mais c'est pas réellement le cas. Du coup, ça fait 10 ans que je me suis pas penchée sur le cas de la France, mais en tout cas, les Anglais sont forts en business. Je sais, est-ce qu'ils sont toujours plus forts que les Français? Je sais pas. Disons qu'en France, on a un très gros biais sur la production. On est un pays producteur. Qui symbolise beaucoup de choses. On a une place très importante au niveau de la production, et c'est toujours le cas. Mais on est plutôt connu et centré sur notre production que centré sur le commerce et la vente, en fait. Du coup, on est un peu déséquilibré. Alors qu'en Angleterre, c'est l'inverse. Tout s'est basé sur le commerce et la structure du trade ici leur permet aussi de structurer un commerce qui n'est pas possible de structurer depuis la France. Donc forcément, t'apprends énormément. Puis en France, on a l'impression qu'il suffit de faire un bon produit pour que ça se vende. Exactement. On a encore cette impression-là, ouais. Alors j'en viens à Réni, même s'il y a d'autres questions qui sont venues là, mais on verra à la fin si j'ai le temps de te les poser. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de créer Réni ? Ben alors du coup, si tu reprends le fil de ma bio et du coup moi j'arrive à Londres, je commence à travailler en hospitality, donc en gestion de salle et dans un concept store où on avait un restaurant, on avait une boutique de vin, on avait un tailleur, on avait un spa, etc. Donc moi j'étais en charge de tout le vin en transverse, donc le vin pour le restaurant, le vin dans la boutique et tous les événements autour du vin. C'était hyper intéressant. Et je rencontre à mon arrivée à Londres Nicole Rollet, qui est la cofondatrice de Réni et qui est la propriétaire du domaine de Chêne Bleu dans le Rhône, aux frontières entre le Rhône et la Provence, et qui a un profil qui est pas du tout ton profil de vigneron français classique, j'allais dire, puisque elle est américo-italienne, et que elle et son mari, qui était à l'époque le directeur de la London Stock Exchange, tombent amoureux d'un domaine du XIIe siècle sur les dentelles de Montmirail, au-dessus du Mont Ventoux, et décident de le rénover, d'investir dedans, j'allais dire un petit peu à l'américaine, mais je le dis avec toute l'amitié que j'ai, c'est-à-dire avec des ressources, en fait, simplement, pour renouveler ce domaine et vraiment faire des très bons vins. Et ils ont décidé aussi de le faire quasiment en monocépage, donc d'avoir une grande Syrah, un grand Grenache, ce qui est dans les appellations du Rhône très compliqué, puisqu'on est normalement en assemblage. Et donc, ils ont été nommés par la presse les premiers super Rhône, un peu sur le modèle des super Toscans. Donc, parmi ces outsiders qui ont fait bouger, qui contribuent à faire bouger les vins du Rhône, justement au niveau des profils de vin, mais aussi au niveau des profils de prix et des choix de distribution. Et donc, du coup, on se rencontre avec Nicole très rapidement. Et puis, on a des profils qui peuvent pas être plus opposés, puisque elles, grandes écoles américaines, tu vois, pas le même milieu social, pas les mêmes expériences. Et elle vient des think tanks dans la finance à New York. Et moi, je viens du monde du vin qui souffre et qui a du mal à s'adapter au changement.
Et si tu veux, on arrive avec la même réalisation, c'est que dans le monde du vin, on n'a pas un espace où on peut se rassembler entre concurrents ou semi-concurrents, ou tu vois, différentes pièces du puzzle en tout cas, pour arriver à poser des questions et à trouver des solutions à des questions qui sont, comme on dit en anglais, bigger than yourself en fait, des questions que tu peux pas répondre toi tout seul dans ton coin parce qu'elles sont trop complexes, parce que le monde est devenu interconnecté, global, etc. Enfin, tout ce qu'on entend tout le temps qui est tout à fait vrai pour le secteur du vin. Mais par contre, est-ce que si on mettait pas dans la même pièce des gens intelligents qui ont tous une expertise complémentaire du monde du vin, mais aussi en dehors du monde du vin, parce que pour fonctionner demain dans le monde du vin, encore une fois, tu as besoin de comprendre les grands changements géopolitiques, environnementaux et sociétaux, mais si tu veux comprendre la géopolitique, c'est pas forcément aux acteurs du vin qu'il faut demander, mais si tu amènes des experts de la géopolitique, de la recherche, des anthropologues, des sociologues, des gens de la finance, et que tu les complètes avec les expertises qui sont nombreuses dans le monde du vin, que tu les rassembles pendant 3-4 jours et que tu leur poses plein de questions, sûrement il y a quelque chose de magique qui doit arriver. Et donc quand je la rencontre en 2017, elle a déjà l'embryon de l'événement, puisqu'elle a déjà une date, elle a déjà une liste d'invités qu'elle a déjà invités, qu'elle veut faire venir dans son domaine pour les 10 ans de l'anniversaire de son domaine. Et donc du coup, moi j'arrive en mars pour un événement en juin et mon rôle, c'est de créer un programme, c'est d'affiner la liste des invités et c'est vraiment de travailler autour de l'émergence d'intelligence collective, ce que je sais faire de par le travail que j'avais fait en intelligence économique. Et au bout de cette année-là, au bout de cette première édition qui était censée être un one-off, on a eu la chance d'avoir des personnalités incroyables comme Jancis Robinson, Steven Spurrier, Andrew Caillard. On a eu, enfin voilà, que ce soit au niveau des vignerons, des journalistes, on avait aussi la personne qui était la responsable des universités d'été chez L'Oréal. On avait la personne chez Facebook qui était en charge des relations diplomatiques, donc entre Facebook et les diplomates. On avait le directeur de Chatham House, qui est un grand think tank géopolitique ici, le directeur de la London Stock Exchange, on avait un ambassadeur, enfin voilà, on avait vraiment des très très jolies personnalités. Et le feedback qu'on a eu, notamment de personnalités comme Steven Spurrier, qui a été ensuite par la suite notre président d'honneur, c'est super, on en a vraiment besoin dans le monde du vin, il faut que vous continuiez. Et donc de ce premier feedback, on a construit... j'ai repris un petit peu les rênes du projet et c'est là où on a construit un modèle où en 2018, on a refait un événement relativement similaire qu'on a fait en Champagne. Et puis à partir de 2019, Areni est né sous le format qu'on a maintenant, c'est-à-dire que cet événement qu'on fait toujours, qu'on fait en Bourgogne d'ailleurs, c'est la quadrature du cercle cette année, où je reviens chez moi, qu'on fait en Bourgogne au mois de juillet, on le fait maintenant tous les 18 mois, tous les 2 ans. Donc c'est toujours un événement central de notre calendrier, mais il y a la limitation, enfin les limites de cet événement si on le faisait que tout seul, c'est que il est tellement riche qu'on a besoin de beaucoup de temps pour traiter tout ce qu'on a fait émerger comme intelligence collective. Et puis, l'avenir des grands vins, il ne se limite pas aux 60 experts qu'on a pendant 3 jours. On avait besoin d'une plateforme qui, à la fois, nous permettait de continuer les recherches qu'on avait vues nécessaires pendant ces 3 jours, mais on avait aussi besoin d'une plateforme qui nous permette d'étendre les résultats, d'étendre le reach, en fait, de ces recommandations, et aussi de faire rentrer des voix multiples et variées qu'on peut pas forcément faire rentrer sur un événement pendant 3 jours. Donc c'était à la fois ce besoin-là de continuer les conversations, de les étendre et nous donner la possibilité d'aller dans le traitement de fond des conversations qu'on avait pu avoir pendant ces 3 jours et de les continuer sous un autre format. Et donc Areni est né sous ce format-là en 2019. Aujourd'hui, concrètement, vous produisez de la connaissance, c'est ça? Oui, voilà. Simple. Notre rôle, c'est peut-être une étape avant, c'est de faire émerger l'intelligence collective. Donc c'est une grosse partie de notre méthode de recherche se repose sur le qualitatif et notamment sur les groupes de travail. Donc la constitution de groupes d'experts qu'on va réunir en différents formats de temps pour leur poser les questions et faire émerger ces solutions potentielles, en tout cas. C'est vraiment cette constitution de puzzle où on croit dur comme fer que si on va chercher des gens qui ont des expertises complémentaires et qu'on les met ensemble, on va avoir une photo
différentes choses qui peuvent se mettre en place beaucoup plus claires. Et donc, une fois qu'on a fait émerger cette intelligence collective, c'est le retraiter pour pouvoir le partager. Donc, soit sous forme d'articles, soit sous forme de podcasts, soit sous forme de rapports et de livres blancs en fonction des sujets qu'on traite. Oui, parce que tu produis des podcasts et un certain nombre, voire même un peu plus que nous. Donc aujourd'hui, tu passes de l'autre côté du j'adore, micro. C'est un de mes exercices préférés. Mais c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que d'habitude, c'est pas moi qui parle. Dernièrement, vous avez publié un livre blanc qui s'appelle Rethinking Wine Education, qui est un document passionnant. Comment ça t'est venu l'idée de ce livre blanc et quel est le constat de départ ? Alors, le constat de départ, c'était que pour nous, il y avait un gros paradigme, c'est-à-dire que le monde du vin est un secteur qui est très attrayant. Quand tu dis aux gens que tu travailles dans le vin, en général, t'es plutôt bien reçu. Je confirme. T'as plutôt oh ouais, c'est super, c'est trop intéressant, qu'est-ce que je dois acheter, enfin tu vois, c'est plus sexy que certaines autres professions, donc c'est toujours très attrayant, même s'ils ont souvent pas la moindre idée de ce qu'on fait vraiment. Ouais, des fois nous non plus on n'a pas là. Mais ouais, c'est très opaque, effectivement. On se rend pas vraiment compte, surtout en France, dans un vocabulaire français, t'es soit sommelier soit œnologue, t'as les deux. Tout ce qui est entre, t'as pas vraiment, quoi. Il faut expliquer aux gens que t'es ni sommelier ni œnologue, et que c'est des professions qui ont leur place et qui sont très respectées et respectables, mais que c'est pas ce que tu fais. Et les gens, en dehors de ça, si t'es pas vigneron, bien sûr, ils ont du mal à cerner un petit peu ce que tu peux faire. Mais en tout cas, c'est une profession qui est attractive, mais pourtant, c'est une profession qui est financièrement compliquée pour la plupart des gens. C'est pas forcément là où c'est le mieux payé. Et en fait, on s'est dit, est-ce que le rôle, est-ce qu'il y aurait pas un rôle de l'éducation là-dedans? C'est-à-dire, pour moi, connaître bien le système d'éducation, parce que j'ai fait tous les niveaux du WSET, je suis éducateur pour le WSET, même si j'ai pas pratiqué depuis longtemps, mais je l'ai été à un moment. J'ai fait beaucoup des étapes du Master of Wine aussi. Et à un moment, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre ce qu'on nous apprend, qui est essentiellement tourné sur le produit et la connaissance du produit, et sur ce qu'on a besoin de savoir pour avoir un trade successful, enfin tu vois, qui fonctionne et qui rapporte de l'argent, qui est aussi qui est financièrement rentable, qui est aussi une conversation qu'on a du mal à avoir dans un cadre français, plus facile à avoir dans un cadre anglo-saxon. Et c'était la grosse question que j'avais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dichotomie entre la connaissance et la compétence? Donc c'était la question de départ. Et s'il y a une dichotomie, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer la compétence et la connaissance? Et dans quel sens on aurait besoin d'aller pour offrir une éducation dans le trade? Je parle pas du tout de l'éducation pour les gens qui font le vin, mais l'éducation pour les gens qui le vendent. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme rééquilibrage pour avoir peut-être une filière qui se professionnalise une étape de plus, qui aille à l'étape de plus de sa professionnalisation. Un des constats qui est fait dans le livre blanc, c'est qu'il y a un déficit de compétences, notamment dans la partie business et commerce, et qu'il n'y a pas forcément les formations nécessaires en face pour faire monter les acteurs en compétences. Voilà, en fait, le constat du livre blanc, il est peut-être un tout petit peu plus nuancé, mais le constat du livre blanc, c'est qu'il y a des compétences qui manquent dans la filière, parce que la façon dont on l'a fait, pour faire simple, mais donc du coup, si tu veux, on a commencé au think tank, on a fait 2 tables rondes pendant le think tank avec des experts, on a repris les conclusions de ces tables rondes qu'on a étendues avec des phases de questionnaire quanti et quali, qu'on a fait au niveau des gens du vin, mais qu'on a fait aussi au niveau des recruteurs. Et on allait leur demander quelles sont les compétences qui sont les plus difficiles pour vous à trouver quand vous recrutez, et de quelles compétences vous auriez besoin pour faire monter, pour développer votre société, avec des sociétés petites, moyennes, grandes. On a fait vraiment d'un petit peu toutes les tailles. Et en fait, le constat, c'est que effectivement, les compétences de business, de finance, mais aussi de communication écrite, orale, de création de contenu et de marketing et de vente pure sont vraiment des compétences qui sont recherchées. Et le problème, le cœur du problème, c'est que les systèmes d'éducation qu'on a dans le monde aujourd'hui ne
permettent pas, dans la plupart des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions dans le monde du vin, de développer ces compétences-là. Donc en fait, c'est pas vraiment que les gens, ce serait réducteur et pas vrai de dire que les gens qui sont en place aujourd'hui sont pas compétents dans le business et la finance, mais c'est qu'ils ont, ou le marketing ou la communication, c'est que s'ils sont compétents, ils ont développé ces compétences en dehors de l'éducation du vin, en dehors des certifications, en dehors des grands chemins qu'on connaît aujourd'hui pour l'éducation du vin. En fait, ils ont certainement développé leur connaissance du vin à travers des certifications, des programmes, etc. Mais toutes leurs compétences business, sales et le marketing, soit ils l'ont développé eux-mêmes, j'allais dire dans leur temps libre, ou c'est des choses qui sont peut-être douées pour ça, soit ils l'ont fait à travers d'autres études. Mais il n'y a pas quelque chose qui te permet de développer les deux en parallèle. Ils l'ont appris aussi en situation, éventuellement, avec leurs collègues qui avaient, eux, les compétences, Exactement. développées d'une manière ou d'une autre. En shadowing, enfin, tu vois, en apprenant sur le tas, en fait. Il y a énormément d'apprentissage sur le tas, ce qui fait que tu peux arriver à avoir des gens qui sont très compétents. Mais si tu regardes d'un point de vue, j'allais dire, économique, ça leur a pris beaucoup de temps, tu vois. Donc, tu pourrais réduire peut-être ce temps de développement de compétences. De quelles compétences la filière a besoin aujourd'hui ? C'est ce que je te disais dans les 10 compétences qu'on a identifiées comme étant le plus manquantes, en tout cas que les recruteurs aimeraient avoir le plus, c'est marketing et vente. En même temps que business et finance, c'est le même pourcentage, je crois, de mémoire, c'est 20% des répondants. Donc tout ce qui est compréhension financière, par exemple, comment ça marche les marges et comment ça marche les marges dans la filière du vin, ça c'est quelque chose où aujourd'hui, tu n'apprends ça que sur le terrain, j'allais dire. Il n'y a pas vraiment de formation qui t'apprend comment fonctionnent les marges dans le monde du vin et quelles marges il faut que tu fasses pour arriver à être rentable dans ton maillon de la chaîne de valeur du monde du vin. C'est des compétences de marketing aussi. Le monde du vin, en termes de marketing, il est assez classique où dès qu'on va faire des choses de marketing et de communication, on fait un dîner avec le winemaker et puis on envoie des emails. Je suis réductrice, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, mais on n'a souvent pas forcément les armes marketing que peuvent avoir d'autres filières. C'est aussi souvent parce qu'on n'a pas le budget, hein. C'est aussi ça. Mais peut-être qu'on n'a pas le budget parce qu'on fait pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas les bonnes... Enfin, tu vois, ça peut être aussi un cercle vicieux ou vertueux en fonction de lequel tu le prends. Donc, business financier, marketing et vente, et puis toute la partie communication aussi. Ça, c'était quelque chose qui était assez étonnant pour nous. Mais en fait, la communication, quand tu y penses, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose qui est central qu'on n'est peut-être pas encore assez à niveau, que ce soit pour la création de contenu, pour la présentation orale ou la communication écrite. Et pour te donner un exemple, par exemple, peut-être sur le côté vente, c'est un exemple que j'aime bien donner. On a interviewé quelqu'un qui était en charge du système d'éducation, de développer l'éducation dans un grand groupe hôtelier ici en Angleterre qui, de mémoire, emploie 6000 personnes. Très grand. Il était très très fier, et c'est normal qu'il soit fier, c'est très important, de pouvoir proposer à tout le personnel du groupe le WSET niveau 2, voire niveau 3 en fonction. Et ça, c'est super. Et donc la conversation, c'était OK, d'accord, tu as mis en place, tu vois, la base au niveau des connaissances du vin, du connaissance produit. Est-ce que à partir d'un moment, vous allez avoir peut-être un fast track ou une voie de développement pour peut-être certains des salariés qui pourraient être managers plus tard dans le groupe ou qui pourraient monter en échelon, pour aussi leur proposer des développements justement au niveau management, au niveau business et au niveau vente. Et là, il me répond, et c'est une réponse que j'ai très souvent entendue: ah non, la vente, ça s'apprend pas. La vente, c'est dans la tête. Soit t'es commercial, soit tu l'es pas. Donc du coup, la vente, c'est tout dans ma tête. Et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans le monde du vin, où on a tendance à penser que soit t'es bon vendeur, soit tu l'es pas, et pas forcément avoir des programmes de montée en gamme des vendeurs, en tout cas des forces de vente pour pouvoir leur permettre de développer leurs compétences là-dessus, quoi. C'était un exemple qui était assez frappant. Et c'est pas une petite boîte. Mais par contre, ce que je voulais revenir aussi, c'est que en fait, la grosse conclusion du livre blanc, c'est que le gros manque, en fait, c'est un manque d'équilibre. Parce que on a besoin, et on ne dit à aucun moment
qu'on n'a pas besoin de compétences du vin. On a besoin, si tu veux travailler dans le vin, avoir un minimum de connaissances du produit, c'est absolument nécessaire. Notamment parce que si tu veux pouvoir justifier de la valeur ajoutée de cette bouteille-là par rapport à cette bouteille-là qui est peut-être produite 300 mètres de différence, il faut que tu arrives à l'expliquer, il faut que tu arrives à l'argumenter. Donc la connaissance produit, elle est très importante. Par contre, le déséquilibre qu'on a, c'est qu'on a aussi besoin de compétences qui sont à la fois des hard skills et des soft skills qu'on a besoin de développer. Et que en ce moment, un recruteur, quand il doit recruter quelqu'un, en général, il doit choisir soit entre quelqu'un qui a des connaissances de vin, soit entre quelqu'un qui a des compétences. Et c'est compliqué pour le recruteur parce qu'en fait, il a besoin des deux. Et c'est surtout ça la conclusion. Il y a autre chose que tu pointes dans le document qui m'a frappé et qui me parle forcément un peu. Tu pointes du doigt le manque de préparation des entrants au métier du vin. Ouais. Ils viennent pour le vin, mais pas assez pour les métiers du vin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Ça, c'était fascinant et on l'a fait pendant le lancement du livre blanc à Vinexpo, à Wine Paris cette année. Et c'était le cas dans nos répondants, c'était le cas à Wine Paris. Quand tu demandes à une salle de 100 personnes qui est à Wine Paris, donc on est quand même dans un gros trade show, on est en professionnel 100%. T'as 100 personnes qui viennent du monde entier, qui sont dans différents secteurs du vin, et tu leur demandes qui dans la salle, quand il était jeune, a considéré le vin comme son choix de carrière en fait. Pour qui le vin était un choix de carrière dès le départ. Et t'as 5 personnes qui lèvent la main, et quand tu demandes, c'est les 5 personnes qui sont issues d'une famille, soit viticole, soit de commerce, tu vois, des gens dont les parents avaient déjà un business de trade ou dans l'hospitality. Et c'est exactement le même pourcentage chez nous. C'était, il faudrait que je te redonne le pourcentage aussi, c'était peut-être pas 95%, mais c'était 85-90% des gens qui travaillent dans le monde du vin aujourd'hui, qui n'ont pas considéré le vin, dans la partie trade, encore une fois, pas la partie production, comme une carrière, qui sont arrivés un petit peu par hasard, parce que au fil d'une première carrière dans la finance ou dans la loi, par exemple, ça arrive très souvent des anciens avocats ou des anciens comptables ou financiers qui ont fait leur argent et leur carrière ailleurs et qui découvrent par les repas d'affaires ou qu'en fait ils aiment beaucoup le vin et que peut-être qu'ils ont envie de faire quelque chose d'un petit peu plus passionnant que de regarder des chiffres sur un tableau Excel pour le restant de leur vie. Je caricature bien entendu, et que le vin ça présente une filière passionnante, on l'a dit, ça fait briller les yeux le vin, il y a des bonnes raisons quand même pour ça, et qui décident de se lancer dans le vin et qui arrivent du coup avec leurs compétences financières, tu vois, mais pas forcément liées au domaine du vin. Et puis les autres, c'est ceux il y a aussi beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont commencé dans l'hospitalité, dans le CHR, qui ont commencé à travailler en tant que serveur ou dans un restaurant et qui sont tombés sur un des sommeliers qui était passionnant, qui après le service leur faisait goûter des vins et se sont dit mais mon Dieu, il y a autant de différences que ça entre 3 bouteilles, je vais commencer à apprendre, et tu mets le doigt dans l'engrenage et tu décides d'en faire ton métier. Mais pour moi, c'est la base du problème, c'est que on ne traite jamais la filière vin comme une filière potentielle de carrière. Et tu l'as dit dès le départ, on sait même pas quel type de job on peut faire quand on travaille dans le vin. Si t'es pas œnologue, si t'es pas sommelier, si t'es pas vigneron, qu'est-ce que tu peux faire si c'est pas du tout lié à la production? Qu'est-ce qui existe? Parce qu'en fait, on sait très peu comment la filière vin au niveau du trade elle est organisée. En France, en Angleterre, qui est une organisation complètement différente, en Norvège, en Suède, dans les monopoles, qui ont encore une organisation de filière très différente, ou aux États-Unis, qui a encore une organisation de filière très différente. Et comme on connaît pas ça, on a du mal à savoir quels sont les types de jobs. Et tu vois, on a un des recruteurs qui disait la pire des questions à poser en entretien, c'est quand tu recrutes quelqu'un, c'est pourquoi vous voulez travailler dans le vin? Parce que la réponse, elle est évidente. Parce que c'est chouette, parce que c'est passionnant, parce que je vais rencontrer des gens passionnants, parce que je vais voyager, parce que je vais apprendre de l'histoire, de la géographie, de la chimie. Je vais jamais arrêter d'apprendre toute ma vie, ce qui est un gros motivateur une grosse motivation pour les gens. Mais en fait, la question à poser, c'est pour quelle activité vous pensez qu'on va pouvoir être rémunéré, en fait? Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours qui méritent, entre guillemets, pour lesquels vous attendez un salaire à la fin du mois? Et c'est une question qui est complètement différente. Et c'est une question que très peu de gens se posent, en fait. Tu sais pourquoi tu veux travailler dans le vin, mais tu sais pas quelles sont tes compétences qui vont te permettre de faire un revenu. Et on se la pose très rarement, cette question. Et pourquoi est-ce que la filière elle a du mal à attirer justement les personnes qui ont les compétences dont elle aurait besoin? Alors, c'est un petit peu un cercle vicieux, mais c'est que quand tu regardes, on va
parler d'argent comme on le fait pas assez souvent, mais quand tu regardes les gens qui ont des compétences en marketing, en communication, ou en finance ou en business développement ou en project management aussi, ça c'était une des choses qu'on avait besoin. Quand tu regardes les salaires moyens que propose la filière par rapport à ce que proposent d'autres filières, on n'est pas compétitif. Donc en fait, quand tu sors d'une grande école ou d'une université, que tu es ambitieux et que tu as plein de choses à prouver, si le vin, c'est pas quelque chose qui te passionne à la base, pourquoi t'irais ? Parce qu'en fait, on a du mal à articuler les bénéfices de ça, et puis parce que financièrement, on n'est pas forcément compétitif à tous les échelles, à tous les échelons. Donc je pense que c'est un des gros problèmes, et si on n'est pas, c'est là où il peut y avoir le cercle vicieux, c'est qu'on n'est pas non plus compétitif parce que peut-être qu'une majorité des entreprises n'arrivent pas à sortir une marge suffisante pour pouvoir payer les gens plus et du coup attirer les talents. Donc c'est un petit peu la théorie, en tout cas l'hypothèse qu'on émet à la fin, c'est que si tu pars du sens inverse, si tu pars par l'éducation et que tu armes les gens, être un petit peu plus professionnels et être un petit peu plus orienté business quand ils rentrent dans la vie active et quand ils s'orientent dans une profession au niveau du vin, logiquement ça devrait permettre à leur boîte de faire plus d'argent et logiquement ça devrait pouvoir permettre à terme, c'est peut-être du wishful thinking, mais d'augmenter un petit peu les salaires qu'on peut trouver dans la filière vin. Effectivement, ce que tu décris, ça m'interpelle. On a l'air d'être effectivement dans un cercle vicieux parce que, à la fois en ce moment, alors la conjoncture fait que le pouvoir d'achat baisse, mais on a l'impression que les grands vins ou les fine wine, en tout cas ton objet d'étude, ils n'ont jamais été aussi chers, ou en tout cas les prix ont beaucoup augmenté et les consommateurs ont l'air de s'en plaindre. Et malgré tout, tu nous dis qu'en face de ça, les entreprises font pas assez de marge pour pouvoir mieux payer les gens. Alors, est-ce que le vin, il est au juste prix aujourd'hui ? Je réfléchis en posant ma question. C'est une question qui est très compliquée à répondre parce que il y a aussi... Qui gagne de l'argent dans la filière en fait ? Qui gagne confortablement sa vie dans la filière ? Tu parles de type de boulot ou tu parles des entreprises ? Les deux. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on fait très souvent dans le monde du vin, c'est qu'on parle du monde du vin. Mais il n'y a pas un monde du vin. C'est déjà une variété. Et c'est trop souvent aussi le problème des grands posts que tu lis sur LinkedIn, sur le marketing du vin, est-ce que sur les entreprises devraient faire. C'est souvent trop généralisé. Et en fait, il n'y a pas un monde de vin et un type d'entreprise, mais il y en a plein. Entre une petite structure, une moyenne structure, une grosse structure, en France, en Angleterre, aux États-Unis, c'est complètement différent. Ce que je voulais revenir, et je vais essayer de répondre à ta question ensuite, mais pour revenir... une des stats aussi, par exemple, on en discutait un petit peu en off, mais quand on a demandé aux gens quels sont les bénéfices de votre wine education, qu'est-ce que vous avez retiré en fait d'avoir investi autant dans votre éducation, que ce soit le WSET, le Master of Wine, mais que ce soit aussi, tu sais, les écoles de commerce spécialisées, enfin un MBA spécialisé dans le commerce du vin, quel que soit le type d'études, qui avait pour but de développer leurs connaissances et leurs compétences en vin. Et 40% des gens, 45% des gens te disent on a retiré une connaissance de base et un benchmark au niveau de la dégustation. Très important, encore une fois, nécessaire, on ne remet pas en question. Et il n'y avait que 10% de ces gens-là qui te disaient c'est quelque chose qui va m'aider ou qui m'a aidé à progresser dans ma carrière. Et ça, c'est un problème qui est dès le départ où, encore une fois, on considère que trop peu souvent le vin comme une carrière et comme quelque chose qui doit être rémunérateur en fait, que ce soit pour soi en individuel ou que ce soit pour soi en entreprise. Et ça, c'était mon cas personnel aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant avec les vignerons du Nouveau Monde, et c'est peut-être encore cliché, mais tant pis, je vais le dire. Pour moi, il y a une très grosse différence entre les vignerons du Nouveau Monde et les vignerons, en tout cas ceux qui avaient la structure de mes parents de l'Ancien Monde, c'est que c'est l'origine de... j'allais dire presque la classe, la façon de penser, les systèmes de croyances auxquels appartiennent ces vignerons-là. Et que beaucoup, dans l'Ancien Monde, on a des vignerons qui s'identifient aujourd'hui encore comme des paysans et des farmers, même si j'aime pas farmer en anglais parce que ça décrit des réalités complètement différentes de ce qu'on comprend comme paysan en France. Et un paysan, il a une logique d'autosuffisance. Donc c'est sa ferme ou son exploitation, ça tourne autour de sa ferme et on est dans une logique d'autosuffisance de la famille. Alors qu'en fait, quand tu regardes les systèmes de croyances des vignerons du Nouveau Monde, souvent
appartiennent à des systèmes de croyances qui sont beaucoup plus proches de l'entrepreneuriat. Donc en fait, j'ai une boîte que je structure comme une boîte avec des employés, avec des budgets marketing chaque année, avec des besoins de retour sur investissement. Je dis pas que c'est le cas de toute la filière en France, mais c'est le cas d'une bonne partie de la filière. Et ça fait encore des différences au niveau culturel, pour moi, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, je prends ce gros virage pour revenir un petit peu à ta question de qui est-ce qui fait de l'argent dans le monde du vin. J'allais dire aujourd'hui, si je fais un raccourci, les gens qui font de l'argent dans le monde du vin en tant qu'entreprise, c'est des boîtes qui se structurent un peu comme des boîtes en fait. C'est des gens qui, tu vois, ont une notion de ce que c'est le profit. Et je le dis pour le cas de mes parents. Mes parents, ils se sont jamais posé la question c'est quoi être profitable dans notre boîte, quoi. Tu vois, ils se sont jamais posé la question combien on veut gagner. Tu fais ton exploitation, tu vends tes bouteilles, tu rembourses ton tracteur, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu ça. Et c'est pas un jugement du tout, mais c'est difficile de s'adapter et de faire l'argent dans le monde aujourd'hui quand tu es dans ce système de croyance-là, ce système de fonctionnement. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais donc du coup, j'allais dire en tout cas, c'est difficile d'être rentable aujourd'hui si tu as pas un minimum de fonctionnement qui s'approche de celui d'une entreprise. Et je pense pas que ce soit le cas de toute la filière aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple très concret et après je reviendrai sur la formation, mais pour savoir où est-ce qu'on fait de l'argent dans le monde du vin aujourd'hui. Et je vais me servir de ton expérience passée, c'est sur le prix du vin en restaurant. Ouais. Est-ce que le prix du vin en resto est trop élevé ? Alors après, ça c'est aussi une question, tu vois, je vais te faire une réponse de Normand, oui et non. Ça dépend, monsieur. Mais ça risque d'être un peu ma réponse à beaucoup de tes questions, parce que je t'ai pas répondu sur le prix des fine wine après tout à l'heure, mais on pourra y revenir. Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent dans le monde du vin. Et il y a beaucoup plus de compagnies, d'entreprises qui vont bien que ce qu'on peut croire. Et en général, elles font pas beaucoup de bruit. Dans le monde du vin, quand tu fais de l'argent, en général, t'es pas très expansif dans ta communication. Mais tu vois, sur le prix du vin en resto, pour une fois, je vais donner mon avis. Moi, je trouve que c'est trop cher. Ou en tout cas, quand je vais au restaurant, que je vois le prix sur les cartes, à 50 €, il y a souvent peu de chances que je m'éclate. Okay, et j'ai cette croyance. Et je voudrais savoir si tu penses, ce que tu en penses. Voilà. Moi, j'ai cette croyance que si les vins étaient 30% moins chers au resto, on boirait plus. Voilà. Alors, notamment le prix du vin au verre qui me pose beaucoup de questions. Alors, on va contextualiser ma réponse dans le cadre français. Parce qu'encore une fois, dans le cadre français. Dans le cadre français. En France, on a une politique traditionnelle de coefficient multiplicateur sur le vin qui est très important, qui est 1 x 4 x 5, et où le restaurateur a, de façon consciente ou pas, je sais pas comment il le conscientise, mais a besoin en tout cas de ce coefficient x 4 x 5 pour faire tourner sa boutique. Juste pour expliquer, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse ça, le coefficient, c'est-à-dire que le restaurateur, il achète une bouteille à 10 € hors taxe à un vigneron et il va la vendre 5 fois plus cher sur sa carte. 40 ou 50 € TTC. Voilà, TTC. Ça, c'est les marges, c'est les coefficients communément appliqués par des restaurateurs. Les cavistes, c'est x2. Donc le caviste, quand vous payez votre bouteille 20 € TTC, il a acheté la bouteille en général autour de 10 €. 10 € hors taxe. Et dans le prix, il y a 20% de TVA. Donc, il se fait pas les 10 € en entier, le caviste. Sans parler après des charges qu'il doit payer dessus. Mais le restaurant aussi, il a ses charges à payer. Donc, on a un modèle de coefficient multiplicateur qui est très élevé. Qui, à ma connaissance, est moins élevé dans les pays, par exemple, d'Europe du Sud, en Italie ou en Espagne, c'est pas les mêmes coefficients. En effet. Souvent, si ceux qui ont la chance d'aller en Espagne, c'est flagrant, le vin est beaucoup moins cher au restaurant. C'est pareil, ouais. Et alors à Londres, c'est un peu différent, mais j'allais dire les charges sont un petit peu différentes aussi. Mais en fait, ce que ça traduit aussi comme réalité, c'est que sans le vin, le restaurant qui pourtant à la base il y a souvent pas beaucoup de rentabilité au niveau de la nourriture. Et ça veut dire aussi qu'en tant que consommateur, si tu vas manger à un resto qui te propose un plat du jour à 15 € et que tu bois pas, que ce soit de l'eau, parce que l'eau, c'est encore pire, à x5, une bouteille d'Évian, elle coûte pas 7 € quand tu l'achètes à métro, ou chez ton distributeur. Donc les coefficients sont encore plus importants pour les sans-alcool. Mais que, en règle générale, si tu consommes pas de boisson, c'est difficile pour ton restaurateur de trouver un équilibre financier. Donc j'allais dire, est-ce qu'il est trop cher ou pas ? S'il a construit son business model comme ça, il a besoin de le vendre à ce prix-là pour pouvoir se rentabiliser. Là où moi, je te rejoins beaucoup,
c'est que à partir du moment, pour moi, la logique, c'est que à partir du moment où tu fais des coefficients qui sont aussi hauts, la seule façon de le justifier, c'est que si tu as un vrai travail au niveau de ta carte de vin. C'est-à-dire que si tu as une sélection qui fait du sens, que tu allais chercher des vins qui se trouvent pas partout, qui ont une vraie valeur ajoutée au niveau du goût, et où tu as fait un effort au niveau de ta carte des vins, notamment au verre, et que quand tu demandes 10 € à quelqu'un pour un verre de vin, parce que la croyance classique en restauration, c'est que quand tu fais des propositions de vin au verre, ton vin au verre doit rentabiliser la bouteille dès le premier verre. Donc en gros, même si tu vends, parce qu'il peut y avoir beaucoup de pertes en vin au verre, tu peux peut-être vendre que 2 verres de vin sur ta bouteille et tu as 5 verres qui se perdent. Donc là, pour expliquer également pour nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas forcément la structure des coûts et des marges dans un restaurant, l'idée qui est souvent appliquée, c'est que on achète la bouteille par exemple, 6 € hors taxe. Ouais, ou tu vas dire 10 pour être simple, et tu revends ton verre de vin à 10, quoi. Voilà. Ou à donc 12 si tu veux inclure ta TVA dedans. Donc ça veut dire que dès que la bouteille qu'on a servi un verre, la bouteille est rentabilisée, l'idée qu'il y avait... En tout cas, t'es pas à perte, parce que t'as pas payé tes charges encore dedans, mais t'as déjà payé ton coût d'achat. Ce qui fait que si tu multiplies, parce que t'as 7 verres dans une bouteille en France, sur un verre à 125, ce qui fait que si tu multiplies, si tu vends 7 verres à 10, t'as gagné 70. Que tu vends plus que si tu l'avais vendu à 50 sur ta carte. Donc au niveau de ta marge, c'est intéressant. Mais là où c'est l'arnaque pour le consommateur, c'est que t'as pas forcément la valeur quand tu payes un verre de vin à 10 €. T'estimes que tu vas peut-être avoir une qualité supérieure que ce que le vigneron il a. Tu vois, ce que le restaurateur il a payé. Et en fait, c'est un petit peu là, je trouve, où moi le bas blesse, c'est que si tu vends des vins chers au verre, si tu as une carte des vins où tu n'as rien en dessous de 10-12 €, ce qui je pense est le cas à Paris maintenant. Il y a quand même encore pas mal de vins à 7-8 €, mais c'est souvent des vins d'entrée de gamme en fait. Ouais, voilà. Et donc du coup, si le consommateur il est déçu à chaque fois et qu'il a quand même, tu vois, lâché un billet de 10 € pour un verre de vin et qu'il n'a pas un plaisir gustatif en face qui va avec, ça va être compliqué pour lui d'acheter un deuxième verre en fait. Pour moi, c'est plutôt le rapport qualité-prix dans les cartes de vin qui pose le coefficient multiplicateur. On peut en reparler, mais je suis personne pour donner des leçons. Enfin, je veux dire, les restaurateurs, ils ont un métier compliqué, ils font ce qu'ils peuvent. À titre perso, je pense qu'il y a d'autres business models qui te permettraient d'avoir des coefficients multiplicateurs moins importants sur les vins. Mais encore une fois, il faut que tu sois construit comme ça dès le départ. Mais sur les vins au verre, en tout cas, si tu demandes cher, donne du plaisir quoi en face. Parce que sinon les consommateurs, ils sont pas dupes. Quand ici, tu bois un verre de Pinot Grigio à 12 livres et que c'est le truc complètement insipide et que tu sais que la bouteille, elle coûte 3 livres, tu vois, tu as des équivalents à 3 livres, 4 livres 50 en supermarché et que tu l'achètes 12, enfin, tu vois, tu reviens pas, quoi. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Je reviens sur l'éducation avant de changer totalement de sujet, mais j'ai 2 questions là. En France, on a des écoles spécialisées qui sont montées notamment dans des écoles de commerce, Kedge, Dijon. À ton avis, c'est quoi les atouts et éventuellement les choses à améliorer dans ce type de formation ? Alors, les grosses faiblesses de ces formations, en France notamment, dans les pays producteurs, c'est que c'est des formations qui attirent beaucoup d'étudiants étrangers. Et ce que les formations veulent pour des... je vais peut-être m'attirer les foudres de ces programmes-là, mais souvent ces programmes ont besoin des étudiants étrangers qui payent plus cher que les étudiants français. Donc en termes de rentabilité, c'est plus important pour eux d'avoir des promos à forte coefficient d'étrangers. Étrangers hors Union européenne, souvent. Souvent, ouais. Hors Erasmus. Voilà. Après, les Européens payent 5 000 € l'année, tandis que quelqu'un d'Amérique du Sud payera 15 000, quoi. Ouais, peut-être même plus même. Voilà. Des fois, c'est des rapports beaucoup plus importants. Et du coup, tu peux imaginer facilement que quand tu viens d'Amérique du Sud, quand tu viens de Chine ou quand tu viens des États-Unis et que tu lâches 20, quelques dizaines de milliers d'euros pour faire ces programmes-là, en France, ce que tu veux, c'est pas apprendre à faire un tableau Excel. Hein. Ce que tu veux, c'est aller visiter les vins, goûter les vins, rencontrer les vignerons. Et c'est normal, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce qui te fait rêver. Et le problème de ces formations-là, c'est qu'elles sont souvent un petit peu coincées, c'est-à-dire qu'elles attirent des étudiants étrangers qui viennent pour le vin, qui n'ont pas forcément des connaissances en vin avant, et du coup, elles se retrouvent
dans ce conflit, j'allais dire là, où ils ont beaucoup de choses autour du vin, mais pas forcément, ou peut-être pas assez, parce que c'est aussi des MBA, tu vois, qui se font en un an. Il faut aussi rendre à César qui est à César. C'est pas facile, ces programmes-là. J'ai beaucoup de respect pour les programmes qui sont faits. Mais du coup, ce qui attire, encore une fois, c'est pas le tableau Excel, quoi. C'est d'aller faire les dégustations, ce qui est tout à fait logique. C'est pas forcément le cas quand tu regardes les programmes de business qui sont proposés par les universités de Cape Town. C'est pas forcément le cas par les universités, par les business, les MBA qui sont proposés, par exemple, par la Sonoma Université ou par les universités américaines, parce que encore une fois, il n'y a pas l'attrait, j'allais dire, du local et le besoin, la nécessité de proposer beaucoup de ces dégustations-là, quoi. Il y a un sujet qui est pas beaucoup abordé, il me semble, dans le livre blanc, mais qui, moi, m'a interpellé ces dernières années dans la formation. C'est ce qu'en anglais, on appelle train the trainer. Ouais. Notamment en ce qui concerne les formations qui sont autour du produit. Ouais. Okay, j'ai l'impression qu'on met souvent en face des élèves des gens qui sont des experts en vin, mais qui ne sont pas forcément des professeurs ou des pédagogues, et qui a un déficit de pédagogie important. Est-ce que tu partages mon avis ? Même de la pédagogie, et puis aussi des fois de l'expertise terrain, parce qu'on a aussi une grosse division dans le monde du vin, où on a beaucoup de spécialistes de la théorie du vin, enfin des grands connaisseurs du vin, certains Master of Wine par exemple, mais qui du coup passent tellement de temps à développer leur expertise du vin, ce qui est nécessaire encore une fois, n'ont pas forcément énormément d'expérience au niveau du terrain. Et donc du coup, on mélange un petit peu tout. Il y a aussi que dans le monde du vin, le badge d'honneur, il est donné à celui qui a beaucoup de connaissances. Et pour avoir, tu vois, une équivalence de célébrité dans le monde du vin, je mets tous les guillemets que je peux. Mais si en tout cas c'est ça qui t'attire, c'est-à-dire une reconnaissance par tes pairs, le badge d'honneur, il est donné à la connaissance. Il n'est pas forcément donné au succès commercial. Enfin, tu vois, donc ça, il y a aussi ça. Je sais plus si j'ai répondu à ta question. Le côté pédagogie, on en a beaucoup discuté et on en a fait. Donc, est-ce que, par exemple, les éducateurs utilisent les bonnes pédagogies, par exemple, pour éduquer des adultes par rapport à des enfants, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et j'avoue que c'était un sujet qui était complètement passionnant, mais aussi très complexe. Et en fait, on a choisi de pas forcément le faire dans le livre blanc pour ça, parce qu'il aurait fallu quasiment un livre blanc et il nous aurait fallu d'autres... j'allais dire, on l'a pas étudié assez en profondeur pour que je me permette d'avoir un jugement sur les pédagogies qui sont utilisées. On en a eu beaucoup de retours, donc je suppose qu'il y a... que ça mérite de se poser la question. En tout cas, on a eu beaucoup de retours qui sont similaires aux tiens, mais je peux pas. Enfin voilà, là pour le coup, j'ai pas d'insight, j'ai pas de data quoi. C'est pour ça qu'on en a pas parlé. Il aurait fallu qu'on étende beaucoup plus la recherche. Alors j'en profite pour changer de sujet totalement. Il y a à peu près un an, vous avez publié un excellent podcast, enfin une série de podcasts sur le fonctionnement de la place de Bordeaux. Ouais. Aujourd'hui, Bordeaux est dans une crise compliquée. En tout cas, j'y étais il n'y a pas très longtemps. On entend sur le terrain que c'est probablement une des crises les plus importantes de l'histoire du vin à tu serais Bordeaux. allé il y a 10 ans, tu aurais entendu la même chose. Ouais. C'est une histoire assez récurrente. N'empêche que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan, à la fois en production. En négoce aussi. En négoce aussi, voilà, j'allais y venir. Quels sont les déterminants de cette crise, à ton avis ? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là ? Peut-être tu me poses des questions d'essai, quoi. Enfin, c'est le truc, je pourrais écrire un livre. Déjà, pour faire le lien peut-être entre tes deux questions, parce que c'est intéressant. En fait, le podcast sur la place de Bordeaux, donc c'est une série de 7 épisodes qui s'appelle Inside la place de Bordeaux. Et la raison pour laquelle on a décidé de le faire, c'était parce qu'on voyait un déficit de connaissance de ce fonctionnement-là. En fait, très très peu de gens du trade, s'ils ne travaillent pas tous les jours avec la place de Bordeaux, comprennent les mécanismes de la place de Bordeaux. Il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de gens qui pensent comprendre comment ça fonctionne, mais qui vont mélanger les primeurs et la place, par exemple, qui vont mélanger les grands vins et la place, alors que ça peut être des choses complètement différentes. Et il y a beaucoup d'imaginaire et de projections, romantiques, moins romantiques, critiques, pas critiques sur la place. Et en fait, il y a très peu de gens qui savent comment ça fonctionne. Et c'est aussi une institution, la place, qui est très... avec tout le respect que j'ai... Mais c'est très franco-français quand même comme fonctionnement, même s'il y a de plus en plus d'étrangers qui travaillent sur la place maintenant. Et ce qui fait qu'aussi, si tu n'es pas au courant de comment ça peut fonctionner, des microcosmes
semi-ruraux dans le monde agricole, viticole en France. Tu as des dynamiques, par exemple, interpersonnelles sur, par exemple, le rôle d'un courtier et pourquoi il est là, qui des fois, tu as aussi des angles de compréhension culturelle de ce fonctionnement-là qu'on voulait mettre en place. Donc, en fait, c'était lié à l'éducation. C'est une des choses qu'on avait fait aussi dans le livre blanc, c'est que les gens savent très peu comment le trade fonctionne et comment la chaîne de valeur fonctionne une fois que ça une fois que c'est produit, le vin, les gens savent pas trop ce qui se passe après avec la chaîne de valeur au niveau de la distribution. Donc c'est lié à ça. Pour répondre à ta question, quelles sont les crises déterminantes? Alors ça, c'est pareil, je vais te répondre, ça dépend, parce que tu parles de Bordeaux comme si c'était qu'une unité homogène, ce qui est absolument pas le cas. La crise à Bordeaux, elle se situe à plein de niveaux différents. Le podcast qu'on a fait, on s'est spécialisé sur la partie de la place de Bordeaux qui deal avec les grands crus classés, qui sont que une soixantaine de propriétés. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Plus après, j'allais dire ce qu'ils appellent les satellites, qui sont aussi quand même distribués par les personnes qui s'occupent des grands crus sur la place. Donc, c'est pas énormément de propriétés, mais et après, tu as tout le reste de Bordeaux et les 6000 châteaux, je crois, qu'il y a à Bordeaux. 6000 ouais, c'est ça, 6000 propriétés. Qui sont pas du tout dans la même, qui peuvent passer par la place, parce que la place fait aussi du bravrac et la place fait aussi des petits châteaux. C'est souvent pas exactement les mêmes négoces, mais ça passe aussi par la place. Et ça, c'est historique, c'est qu'en France, on a toujours divisé dans toutes les régions la production et la distribution. C'était toujours deux compétences complètement différentes. En Bourgogne, on a un négoce qui est différent du négoce de Bordeaux, et les négociants rhodaniens sont aussi différents des négoces bourguignons ou des négoces bordelais. Négociant en France, ça veut même pas dire exactement le même travail, tu vois, c'est à quel point des fois on connaît même pas nos propres professions. Je sais plus où j'en étais. Donc, tout dépend. Moi, je vais te parler un petit peu de la crise que je connais le mieux, ou en tout cas des difficultés que je connais le mieux, qui est celle du haut de la pyramide à Bordeaux et du négoce qui s'occupe des grands vins. Et les leviers, en tout cas les raisons de cette crise, il y en a plein. Et je sais pas par laquelle je vais commencer. Il y en a une qui est très certainement dont on parle le moins souvent possible, mais c'est que le système de la place de Bordeaux et le système des primeurs qui va souvent avec, mais pas forcément automatiquement, c'est un système qui est basé sur de l'argent pas cher. C'est un système qui est basé sur le fait de pouvoir stocker des vins pour pas beaucoup de sous. Et là, c'est pareil aussi, c'est pas forcément évident pour les auditeurs de comprendre, mais quand tu vends tes vins en primeur, ça veut dire que en avril 2025, je vais vendre les vins que j'ai récoltés en septembre 2024. Donc, que j'ai tout juste fini de vinifier quand je vais les vendre. Mais comme je suis un grand cru bordelais, je vais pas le vendre au bout de 9 mois, je vais le vendre au bout de 2 ans. Donc, je le vends 2 ans avant. Comme ça, moi, je récupère de la trésor que je vais pouvoir continuer à m'en servir pour élever mes vins. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent et qui va attendre pendant 2 ans la livraison de son vin et la revente éventuelle de ce vin-là. Et ce banquier, c'est le négociant qui finance un petit peu ces 2 ans d'élevage et qui va me payer, moi, producteur, pour recevoir la livraison de ces vins-là 2 ans plus tard, et 2 ans plus tard, pouvoir les revendre à ses clients et du coup récupérer la somme qu'il m'a donnée avec une marge. Ça a des gros coûts pour le négociant, parce qu'ensuite après il va prendre livraison du vin, il va pas forcément le vendre maintenant, il va peut-être en vendre une partie, il va peut-être en garder en stock pour revendre même avec un petit peu plus d'âge, et voilà, tout ça c'est les grands mécanismes de marché, mais c'est possible à faire quand tu peux emprunter de l'argent et que les taux d'intérêt sont bas. Oui, parce que juste pour clarifier une chose, le système des primeurs, on le connaît pour les particuliers, c'est-à-dire que moi, en tant que particulier, je peux m'adresser aujourd'hui à des revendeurs, souvent des négociants qui vont me vendre le vin de Cheval Blanc ou Lagrange en primeur, donc je le recevrai dans 2 ans, mais c'est aussi un système dont profitent les négociants. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils achètent en primeur, ils achètent moins cher, avec l'idée que dans 2 ans, exactement, le vin, quand il sortira sur le marché, il sera un petit peu plus cher, et donc eux, ils vont pouvoir prendre une marge à ce moment-là. Mais il y a quand même, même encore plus, si tu veux, une étape supplémentaire, c'est-à-dire que toi, normalement, tu l'achètes pas directement au négociant en tant que particulier, tu es encore un revendeur. Donc en fait, pour t'expliquer la liste de la chaîne de valeur à Bordeaux, tu vas avoir un château bordelais qui, quand il va vouloir mettre ses vins en primeur, donc en avril 2025 pour la production de 2024, il va s'adresser à un courtier. Donc un courtier, c'est quelqu'un, c'est comme un matchmaker pour un mariage, tu sais, c'est quelqu'un qui va t'aider à trouver ta moitié. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui va t'aider à trouver ta moitié, mais pour une opération commerciale, pas pour une opération, tu vois, de mariage. Donc, il va comprendre le château,
il va comprendre le négoce et va essayer de faire le match entre les deux, entre les besoins du négoce, les besoins du château, et de trouver de conseiller les deux parties sur les prix, parce que c'est pas lui qui décide. Mais comme il a une relation matchmaker, il se fait une marge au milieu. Il applique, tu vois, 2% de commission. Souvent, voilà. ouais. C'est réglementé, les pourcentages de commission des courtiers, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Ensuite, après, tu as le négoce. Donc lui, il achète en primeur en payant les 2% au courtier. Il l'achète au prix du château ou un petit peu négocié, parce que des fois, c'est pas forcément les prix affichés. Donc il les achète 2 ans plus tard. Et donc là, à partir du moment où il les a achetés, souvent, il commence à revendre, même avant que soit ils revendent tout de suite, soit ils attendent d'être livrés pour être vendus, ça dépend. Mais ce négociant-là, lui, normalement, il vend pas aux particuliers. Le négociant de la place de Bordeaux, son rôle, c'est de distribuer ce vin à travers le monde. Oui, j'ai dit négociant tout à l'heure, mais c'était plutôt revendeur que je voulais dire. Ouais, voilà. Mais c'est aussi pour expliquer pourquoi c'est compliqué et pourquoi il y a plein d'étapes et pourquoi chaque étape se fait sa marge et pourquoi aussi à la fin les prix sont chers et pourquoi quand il y a un dans cette chaîne qui change les prix, ça affecte tout le monde jusqu'au consommateur à la fin. Le négociant ensuite, après, il va travailler avec des revendeurs. En France, ça peut être des cavistes, ça peut être des supermarchés de moins en moins, ça peut être des restaurants en direct, ou ça peut être des retailers. Quand tu es en Angleterre, tu dois passer par t'as des étapes en plus parce que tu as les importateurs en plus. Voilà. Donc le retailer va acheter en primeur et ensuite après il va te les revendre à toi. Donc toi, quand tu as acheté ta bouteille en primeur que tu vas attendre pendant 2 ans, tu as donné ton argent à ton caviste. Le caviste va le donner au négociant. Le négociant va en donner une partie au courtier et une partie au château. Tu vois, donc ça remonte beaucoup de chaînes. Et un des problèmes de la place de Bordeaux maintenant, c'est que en fait, à partir du moment où l'argent est cher, à partir du moment où il y a beaucoup de taux d'intérêt, ceux qui font déjà le premier apport de cash, qui sont les négoces, leur business model n'est pas du tout la même. Que tu empruntes à 1% ou que tu empruntes à 3,5%, tu vas pas du tout avoir les mêmes coûts au niveau de ton financement de trésorerie. Ça, c'est déjà un des premiers coûts, un des premiers changements. Donc le négoce, il a besoin soit d'augmenter sa marge, donc ça chahute un petit peu tout le reste de la chaîne, ça veut dire que les vins sont plus chers à la fin, soit ça veut dire que tu vois, le château, il doit réduire la sienne. Sauf que le château, il n'est pas dans des dynamiques de réduire ses prix. En tout cas, les grands crus ne sont pas dans des dynamiques de réduire leurs prix pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements qui a été fait à Bordeaux parce qu'on est en recherche de qualité et de toujours augmenter la qualité. La qualité, ça a un prix. Donc, il faut pouvoir avoir mis en place les investissements, que ce soit au niveau de la production, mais aussi au niveau du marketing, parce que tu dois faire monter la désirabilité de ta marque. Et ça, c'est à toi de le faire, donc château. Donc, tu dois pouvoir mettre de l'argent pour faire augmenter la désirabilité et la visibilité de ta marque. Ouais, l'investissement, ils se font pas que pour la qualité du vin. Il y a aussi des investissements qui ont été faits. Voilà. Tu parles de marketing, mais aussi d'installation pour la réception, genre de choses. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est des choses que tu dois recouper. Ensuite, après, donc toi, t'as pas envie de baisser tes prix d'une année sur l'autre, quel que soit le niveau de qualité, vu que ton niveau d'investissement il monte, logiquement t'as pas envie de monter tes prix. T'as aussi des théories du luxe, si tu te considères comme un produit de luxe, qui dit qu'un produit de luxe doit toujours avoir des prix qui augmentent d'année en année, parce que le travail de la marque, c'est de faire monter la valeur de la marque. Donc si tu as réussi ton travail marketing, la marque doit être plus désirable, plus scarce, plus rare, plus cher. Voilà, un mouvement de marché. Certes, je comprends ça. Les augmentations de prix, si la qualité du produit ne monte pas, parce que ça peut pas monter toujours d'une année sur l'autre, il faut que ce soit accompagné d'une augmentation de la valeur d'une manière ou d'une autre. Oui et non. C'est-à-dire que dans une... en tout cas, dans une certaine mesure. Dans une théorie d'un produit de luxe, ton travail en tant que marque, c'est de faire augmenter la valeur de la marque. C'est pas forcément la qualité intrinsèque de ton produit, c'est la qualité perçue et la reconnaissance. Oui, c'est ça que je veux dire par valeur. Ouais. Et donc ça, c'est les choses sur lesquelles les châteaux ont beaucoup investi parce qu'ils ont compris il y a une quinzaine d'années que cette construction de marque, c'était à eux de le faire. C'est pas aux négoces de le faire, c'est même pas aux distributeurs anglais de le faire, tu vois, un Berry Bros, etc. Parce que les marges sur les vins qui sont distribués sur la place de Bordeaux sont trop petites, et c'est le problème, comme elles sont divisées entre plein d'acteurs, c'est qu'elles sont trop petites pour que dans la majorité des cas, les distributeurs puissent aider à construire la marque. Donc c'est au château de le faire. Mais... Et là où je te rejoins, c'est que là, le problème de Bordeaux, c'est que le prix des primeurs, c'était à la base des prix qui devaient refléter la qualité intrinsèque du produit. Donc les bons millésimes, tu augmentes le prix, les mauvais millésimes, tu descends le prix. Et ce qui est très compliqué, et 2024, c'est encore une année qui le montre, c'est que les mauvaises années, le problème, ce qu'on ne rend pas compte, c'est que
Le mauvaise année, c'est là où c'est le plus difficile à faire de l'argent sur les vins. Parce que une année comme 2024, où tu vas faire 30% de ta production de ce que tu as fait sur 2023, tu dois faire le même chiffre d'affaires sur 30%. Oui, parce que tes coûts de production ont augmenté. Ouais, parce que si tu veux faire... À minima, c'est les mêmes. À minima, c'est les mêmes, mais si tu veux faire de la bonne qualité quand tu as eu de la pluie pendant 6 mois... Faut trier. Il faut trier. Donc les rendements baissent. Voilà. Et puis il faut mettre beaucoup plus d'heures de main-d'œuvre dans les vignes. C'est aussi un gros facteur. Donc c'est compliqué pour les châteaux. Et chacun fait des erreurs sur la chaîne de valeur et personne n'est parfait. Mais c'est ce qui est compliqué, c'est que les bonnes années, c'est les années où tu as des très bons vins dans une quantité suffisante. Et donc, du coup, c'est très bon, donc tu as envie de monter tes prix. Et les mauvaises années, c'est souvent des années qui coûtent très cher à produire. Et donc, du coup, si tu n'as pas une assise financière confortable, tu peux pas faire le coussin et baisser tes prix. Et puis après, il y a aussi des questions d'ego. Ça, je le nie pas. Il y a aussi le fait que tu veux tu estimes que dans la hiérarchie de qualité, tu es à ce niveau-là. Donc, si ton voisin sort son vin à tel prix, bah toi, tu veux pas être 2 € moins cher parce que tu veux surtout pas être vu comme moins qualitatif que lui. Donc, tu as aussi ces dynamiques-là. Il y a plein de raisons. Mais est-ce que les domaines, les châteaux, ils prennent, à ton avis, assez en compte les risques climatiques et donc les pertes de rendement? Parce que tu peux pas... C'est difficile à modéliser financièrement, ça aussi. Moi, ce qu'on constate beaucoup quand même, c'est que les consommateurs, ils te disent, quand c'est bon, ça augmente, quand c'est pas bon, ça augmente. Cher, ouais. Et donc, ils ont du mal à comprendre les augmentations et ils ont du mal à rester fidèles à un château parce que les vins, ils deviennent très chers, en fait. Exactement. Et c'est ta fin de ta ligne, en fait, où si le château, lui, il est plutôt dans une optique à faire monter ses prix, soit, j'allais dire, de questions de branding, parce qu'il estime que la désirabilité de sa marque a augmenté, soit par rapport à des coûts de production qu'il doit recouper sur moins de production. Le négociant, lui, il peut pas baisser sa marge parce que il emprunte à des taux d'intérêt. Enfin, tu vois, Et puis, il faut dire quand même que les marges du négoce, elles sont pas énormes non plus. C'est souvent autour de 15%. 15%, voilà. C'est pas dingo. Et que tu as aussi énormément de coûts de stockage, que les niveaux de stock sont élevés. On sait très bien que c'est pas forcément super d'avoir des gros niveaux d'inventaire. Et donc, du coup, le négoce, c'est compliqué. Les revendeurs, c'est compliqué parce que là, tu vois, par exemple, tu vas avoir les coûts de business qui ont énormément augmenté. Les taxes ont augmenté en Angleterre. Le coût de la matière sèche a augmenté ces dernières années. Les taxes sur le packaging ont augmenté aussi en Angleterre parce qu'on a beaucoup de taxes qui sont à but environnemental, mais qui font qu'il y a beaucoup de coûts supplémentaires pour les entreprises. Donc, tu vois, tu vas avoir une boîte comme la Wine Society, qui est un distributeur historique qui a 150 ans en Angleterre et qui, sur une année entre 2024 et 2025, ils vont prendre plus d'1,5 million de livres. On fait une petite pause. Il y a quelqu'un qui sonne. Donc, du coup, t'as des distributeurs ou des retailers qui voient aussi leur cost of business qui augmente énormément. Donc, eux, ils peuvent pas réduire leur marge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule et les prix rendus aux consommateurs augmentent d'année en année pour diverses raisons. Et alors qu'en face, le consommateur, il a plutôt tendance à baisser sa consommation, soit parce qu'il a moins de sous, soit parce qu'il réduit sa consommation d'alcool, pour plein de raisons différentes. Et donc, du coup, tu vois, tout ça, c'est un peu un perfect storm où la consommation baisse et les prix augmentent pour plein de raisons. Parce que tout le monde a besoin de plus de sous, donc... Comment est-ce que, d'après toi, on peut assainir le système? C'est compliqué. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus... Il y a beaucoup de gens qui disent que les primeurs sont terminés, que c'est le dernier millésime des primeurs, qu'on verra pas ça, Alors, etc. C'était ma question suivante. En tout cas, je voulais venir dessus parce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut retrouver... J'ai fait le test il y a 3 jours. Ouais. On peut retrouver un grand château bordelais qui est dans les grands crus classés. On va acheter le millésime 2001, qui est un magnifique millésime à Bordeaux. Ouais. Qui va être moins cher que le 2024, ou à peu près le même prix que le primeur. 2023 ou le 2024. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, en 2019, là, sur la place, tu le trouves moins cher que ce que tu as des millésimes comme 2024, qui sont compliqués. Et c'est compliqué, les primeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en dépendent et qui ont besoin de ça. Et sortir de ces modèles, encore une fois, tout, c'est follow the money, mais sortir de ces modèles où tu as ta trésor, où tu as vendu ton vin 2 ans avant. Parce que concrètement, si on arrête le système des primaires, ça veut dire que pendant 12 mois, 24 mois, il va y avoir un trou de trésor pour quelqu'un. Quoi. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un ou pour plusieurs acteurs en fonction de comment c'est dans la ligne.
Et puis aussi, si tu arrêtes le système des primeurs, ça veut dire que tu arrêtes le système de croyance comme quoi il va y avoir une augmentation de la valeur des vins 2 ans plus tard. Donc ça veut dire aussi que tu sors un petit peu des modèles d'investissement ou de plus-value ou de, tu vois, on va gagner quelque chose sur les vins. Donc en fait, tu remets en question tout le système fondateur, quoi. Et si Bordeaux le change pas encore, c'est que je pense qu'ils n'ont pas trouvé la solution. S'ils l'avaient, ils changeraient. Je pense que souvent, on a tendance à penser à Bordeaux comme... Bordeaux, il y a beaucoup de gens très intelligents à Bordeaux et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup à cette question. Et s'ils n'ont pas encore changé, je pense que c'est très, très complexe et c'est très lié. Je vais poser ma question autrement pour être plus positif. Quels atouts il y a à Bordeaux aujourd'hui qui va permettre de remonter la pente? Alors, la place, c'est un système fantastique de distribution. Déjà, c'est un atout, c'est-à-dire que on s'en rend. Mais je vais répondre quand même un petit peu à ta question avant de quels pourraient être les modèles. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de développement de modèles hybrides. Déjà, c'est-à-dire que les domaines passent de moins en moins 100% en primeur. Ils vont en avoir une partie en primeur, mais ils vont aussi avoir une grosse partie de leur revenu qui va être fait sur du livrable. Donc, c'est eux qui vont prendre le coût du stockage et le coût de l'élevage en fait de leur vin. Ils se feront plus de marge à la fin, mais du coup ils ont aussi plus de trésor. Ça leur permet, enfin tu vois, c'est un espèce de rééquilibrage entre l'argent qui rentre tout de suite et celui qu'ils investissent pour ensuite après se faire plus de marge dans la suite. Il y a de plus en plus de châteaux qui développent des modèles plus de vente directe, soit au domaine, soit à travers leur propre members club, soit à travers ça. Ça c'est intéressant. Ça peut pas être des choses qui sont en 100%. Moi j'y crois pas une minute parce que vendre du vin dans 70 pays, ça te demanderait une équipe de 25 personnes en interne si tu voulais le faire tout seul. Donc c'est pas forcément plus rentable que de passer par la place. Et la place, c'est quand même un système de distribution qui est unique au monde où depuis Bordeaux, tu touches 90 pays, quoi. Donc où ils ont une compétence en logistique qu'on sous-estime très souvent dans le monde du vin, qui est très importante. Une compétence en logistique et une compétence d'ouverture de routes commerciales aussi, de trouver les distributeurs dans les pays, de développer des relations commerciales avec ces distributeurs. Et ce qui se fait de plus en plus, et c'est la voie de l'avenir, c'est d'avoir beaucoup plus de communication entre toutes les mailles de la chaîne. Parce que finalement, celui qui connaît le consommateur final, c'est le sommelier ou c'est le retailer, tu vois, dans n'importe quelle ville du monde, c'est celui qui est en face à face avec le client. Il est 5 à 6 maillons éloigné du producteur en fait. Et il faut que le retailer travaille bien avec son importateur, qui lui travaille bien avec le négoce, qui lui travaille bien avec son courtier, qui lui travaille bien avec le château, tu vois. Et donc des modèles de communication plus directs et de... Mais ça s'est beaucoup fait. La place, elle a beaucoup évolué de plus en plus où les négoces et les châteaux travaillent de plus en plus main dans la main aussi avec les distributeurs. C'est pas tout le monde, mais... Est-ce que tu penses que Bordeaux, là, ils ont touché le fond, entre guillemets, ou est-ce que ça peut être encore pire? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que... Déjà, never underestimate something that's been here for 100 years. Donc, ne jamais sous-estimer quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et comme je te dis, cette narration de Bordeaux est en crise et Bordeaux touche le fond, on l'entend depuis... Enfin, moi, depuis que je suis dans le monde du vin, je l'entends. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit très nouveau. Et il y a des gros problèmes structurels et conjoncturels. C'est la difficulté de cette année, c'est qu'il y a les deux. Est-ce que ça touche le fond? Je sais pas. Il y a des problèmes sérieux, c'est sûr, dans la production et dans la distribution. Mais pour côtoyer beaucoup de gens intelligents dans le monde du vin, il y a aussi beaucoup de gens qui sont motivés, qui ont du talent. Et il y a aussi cet adage en anglais de never waste a good crisis. Les crises sont toujours des moments où il en ressort toujours des choses intéressantes à la fin. Le problème, c'est que tu as beaucoup de casse au passage. Et donc, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont y laisser des plumes, et ça, c'est toujours regrettable. Mais c'est, j'allais dire, souvent inévitable. Et on va avoir des modèles qui auront changé à la sortie de crise. Parce que aussi, c'est pas que la faute des primeurs et des châteaux bordelais qui seraient trop égocentriques et qui demanderaient trop cher. Mais aussi, on a des marchés qui sont en difficulté parce que on a des leaders politiques qui nous permettent pas d'avoir 6 mois de vision sur quel tarif on va devoir appliquer au vin pour savoir si on va pouvoir vendre nos vins aux États-Unis ou en Chine, quoi. Donc c'est compliqué en ce moment. Tu vois, c'est pas... Quand tu me demandais les leviers de crise, il y en a beaucoup quand même. Tu vois. Donc les modélisations financières qui prennent en compte les changements environnementaux, le coût de l'adaptation au changement environnemental, les évolutions, les variations de production et qui peuvent prendre en compte la folie des leaders internationaux du moment, c'est compliqué quand même. Oui, tout n'est pas possible. On peut pas faire des miracles non plus.
Donc il y a des axes, il y a des leviers sur chaque truc, mais ce que je voulais comprendre, c'est que ce que je voulais illustrer, et c'est aussi pour ça qu'on a fait le podcast, c'est que souvent on entend beaucoup de raccourcis et des gens qui ont des solutions miracles. S'il y avait des solutions miracles, on l'aurait fait. Faut pas croire que les gens sont idiots dans le monde du vin. Il y a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de gens qui évoluent pas forcément assez rapidement, ça je te l'accorde, et qui ont un fonctionnement de pensée très insulaire, mais il y a aussi beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de drivers de locomotives dans le monde du vin, et s'il y avait une solution miracle, on l'aurait faite, et il y en a pas parce que c'est très complexe, et c'est très lié à l'humain, et à la survie d'un territoire, donc c'est émotionnel, c'est rationnel, c'est économique, c'est compliqué. Bon, l'heure du déjeuner approche, c'est de boire un coup également, et donc j'en arrive à la dernière question traditionnelle. Est-ce que tu es heureuse dans ce milieu du vin aujourd'hui ? Ah, j'adore. Moi, je fais le métier de mon rêve. Alors là, je me trouve dans la position inverse, et c'est pour ça que je parle beaucoup et je m'en excuse, mais moi, j'adore poser des questions. Mon métier de rêve, c'est de poser des questions, et j'ai la chance de poser des questions à des gens qui ont tous des perspectives intéressantes. Et c'est aussi ça que je trouve incroyable, c'est le monde du vin, c'est une richesse d'acteurs, mais une richesse de perspectives, et tout est dans la nuance en fait. Ce qui fait que c'est un secteur qui est très compliqué, et c'est ce qui fait que c'est très difficile pour moi d'avoir une réponse directe et oui, non, c'est comme ça, parce que la réalité, c'est pas ça. Dans le monde du vin, il y a tellement de cas particuliers, et il y a tellement de stratégies possibles aussi, que c'est fascinant. Alors les Américains, ils aiment bien avoir un blanc ou noir. Moi, je trouve qu'on est toujours dans la nuance dans le monde du vin. Mais ouais, j'adore ce métier-là. Je vois aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'était pas le but du podcast, mais l'impact que certaines des recherches et des projets qu'on peut mener peut avoir au niveau de la filière. Donc ça, c'est hyper gratifiant de le voir aussi à titre personnel. Et je trouve que la filière vin, elle a beaucoup, beaucoup de choses à proposer. Et quand tu regardes les leviers de sortie de crise, ou en tout cas les leviers d'expansion et les tendances socio-culturelles qu'on a aujourd'hui, les grands changements de société, on a beaucoup de solutions à apporter. Même au-delà, tu vois, à des solutions d'isolement, à des replis sur l'individualisme. Le vin, il est par essence collectif, que ce soit au niveau de sa production, que ce soit au niveau de sa consommation. Il est lié à tout ce qui nous relie à des choses qui nous stabilisent, comme la terre, le sol, nos racines, notre histoire, notre culture, et il nous ouvre à la fois aux autres. Donc c'est fantastique, c'est un outil diplomatique. Si on pouvait faire de la diplomatie comme on faisait du vin, on aurait beaucoup d'atouts. C'est super intéressant de pouvoir voir le monde à travers le monde du vin, je trouve. Merci Pauline. Merci Romain. Pauline, merci beaucoup. Cette discussion fut un bonheur et je suis certain que nous te reverrons dans ce podcast. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!